Hélène Buzetti, Chantal Hébert, Paul Journet, bonsoir. 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 Alors, en fin de semaine, manifestation pour demander au gouvernement du Québec de reculer sur le PEC, de donner un droit acquis aux gens qui sont pris dans la machine, à qui on a fait des promesses. Vous voyez les images. C'était Trois-Rivières, Sherbrooke, Chicoutimi, Saguenay, Gatineau, Rimouski. Donc, résultat, Bernard Drainville, je vous le fais entendre tout de suite, demande à sa collègue, Mme Fréchette, et au ministre Roberge de vraiment intervenir et de reculer. On écoute. Et là, j'interpelle Christine Fréchette et Jean-François Roberge et je leur demande à tous les deux, voulez-vous changer les règles et permettre le droit acquis pour ces travailleurs temporaires qui devront respecter les conditions dont j'ai parlé, mais là, il faut cesser de tergiverser. Alors, la pression qui donc augmente, la course au leadership va permettre ça. Hélène Buzetti, est-ce que la pression va continuer, selon vous, à se faire sentir sur le gouvernement là-dessus? Oui, il y a beaucoup de pression, mais ce que je vois chez M. Drainville, c'est l'art de maîtriser l'impression de faire un compromis tout en proposant, somme toute, plus ou moins le statu quo. Parce que M. Drainville ne dit pas « je vais donner un droit acquis à tout le monde ». Hein. Il dit ce sont des gens sélectionnés à cause de leur maîtrise du français, mais surtout parce qu'ils travaillent dans des domaines très spécifiques comme la santé, l'éducation, le manufacturier spécialisé, si je me souviens bien. Or, il faut savoir qu'à Québec, on abolit le PEC, mais pour le remplacer par un programme, le PSTQ, le programme de sélection des travailleurs qualifiés, qui, justement, visera ce genre de travailleurs-là en leur accordant un niveau de points et en leur envoyant une invitation à postuler. Alors, il veut, M. Drainville, en faisant ça, se distinguer, en donnant l'impression qu'il est à l'écoute de la population, mais ce qu'il propose n'est pas très différent, somme toute, de ce que le gouvernement est en train de faire. Mais ne serait-ce que de lever l'incertitude pour ces gens-là, parce qu'il y a des gens, compte tenu de leur âge, où ils habitent, que même s'ils travaillent dans ces domaines-là, dans le nouveau programme, n'auront pas assez de points, en principe. Oui, mais encore qu'on ne sait pas nécessairement de quel manufacturier on parle, etc. Donc, il y aurait encore une incertitude. OK. Chantal. Oui, il demande à Christine Fréchette, la dernière fois que j'ai regardé, il faut demander à François Legault. Parce qu'en principe, c'est le gouvernement Legault qui gouverne encore et qui donne des instructions ou qui s'entend avec Jean-François Roberge. Moi, je pense que M. Drainville essaie de faire le plus qu'il peut du fait que sa collègue a l'appui de Jean-François Roberge et qu'en principe, ça limite sa marge de manœuvre. Mais à la fin de la journée, il va falloir que M. Legault s'interroge sur l'idée qu'on demande à une candidate au leadership de changer les règles d'un programme dont il est encore le dernier à décider. Mais je repose la question, Paul, et Hélène et Chantal, est-ce que au-delà de la course, puis bien sûr que là, il y a un calcul dans la course, puis ce que fait M. Drainville, est-ce qu'au-delà de la course, il n'y a pas cette pression-là qui demeure, qui va prendre de l'ampleur si M. Roberge ou M. Legault ne changent pas d'idée d'ici plusieurs mois, Paul? Mais la pression, elle est immense parce qu'elle vient absolument partout. C'est rare que vous ayez les villes, les métropoles et les régions, les syndicats et les chambres de commerce et les groupes communautaires. Il y a une quasi-unanimité contre le gouvernement et des gens qui comprennent le fonctionnement des programmes en immigration, qui ne sont pas rassurés par le nouveau programme du ministre Roberge, parce que le temps compte et il y a une incertitude. C'est pas tout le monde qui va être sélectionné, même avec ce que propose M. Drainville. Puis ce risque-là, concrètement, ça veut dire quoi? C'est des gens qui peut-être vont devoir quitter le Québec avec leur famille. Donc, c'est quand même pas banal. La pression est très grande. Et j'ajouterais peut-être un petit quelque chose sur M. Drainville. Il offre, c'est vrai que le droit acquis qu'il offre s'appliquerait quand même à beaucoup de gens, sauf que il ne dit pas qu'il modifierait la cible d'immigrants annuels. Et donc, on peut se demander s'il va au bout de sa logique, jusqu'à quel point est-il prêt à régulariser le statut de gens pour ajuster la cible d'immigration annuelle, pour faire un ajustement administratif qui changerait des vies, mais qui serait plus difficile à vendre politiquement. Ça, c'est le bout qui manque dans la promesse. Mais Hélène et Chantal, est-ce que la course au leadership empire les choses et fait que ça traîne encore plus ou ça aurait traîné de toute façon? Hélène, Chantal?
Bien, écoutez, moi, je suis étonnée dans tout ce débat du fait qu'il y a si peu de pression sur le gouvernement fédéral. Il faut comprendre qu'il y a deux choses qui se passent en même temps qui expliquent la situation. Oui, il y a l'abolition du PEC, mais aussi qu'à Ottawa, on a fermé le robinet pour l'immigration temporaire, les travailleurs et les étudiants. C'est 53 de moins de personnes cette année par rapport à la précédente qui sont je dis cette année, le 2025, par rapport à la précédente, qui sont rentrées. D'ailleurs, plus tôt dans le bulletin, vous parliez de la diminution des logements, du prix des logements. Quand vous parlez à Rentals, une des explications à ça, c'est la diminution radicale des immigrants temporaires. Et donc, Ottawa fait quoi? Il ne renouvelle pas les permis d'études, il ne renouvelle pas les permis de travail. Et c'est pour ça qu'au Québec, les gens s'accrochent au PEC comme à une bouée de sauvetage, parce qu'avant, ils faisaient tout simplement renouveler leur permis. Ils n'avaient pas nécessairement besoin d'être choisis par un programme. Donc ça, c'est le premier élément à savoir. Et deuxièmement, il faut comprendre pourquoi le PEC était, aux yeux du gouvernement, devenu un problème. C'est que c'est un programme sur lequel le gouvernement, finalement, ne choisit personne. Ce sont des gens qui sont venus ici parce qu'ils ont été soit sélectionnés par un employeur ou alors qui sont venus étudier et puis qu'ils veulent maintenant, après 2 ans, rester ici. Alors, le gouvernement dit, ça n'a pas de sens que ce ne soit pas moi qui décide qui va rester à long terme sur mon territoire. Nous devons revenir, disent-ils, à cette idée de sélectionner avec des points. Alors, il faut comprendre que ce sont deux phénomènes qui se superposent. Chantal. Oui, c'est pas le gouvernement fédéral qui a inventé le PEC ou les promesses qui ont été faites aux gens que le gouvernement du Québec est allé attirer en fonction du PEC. Et à ce niveau-là, le gouvernement du Québec, effectivement, a une responsabilité, mais non seulement ça. À la fin de la journée, la CAQ va payer la facture de ça, politiquement. Et ça ressemble un peu à la négociation avec les médecins. On s'entête jusqu'à ce qu'il ne reste plus de façon de s'entêter. On annonce des exceptions sectorielles et autres. Quant au gouvernement fédéral, certainement qu'il y a des torts. Certainement que la ministre actuelle, pour le peu qu'on la connaisse, bon, on n'épiloguera pas là-dessus. Néanmoins, le fait demeure que les programmes fédéraux permettent à un grand nombre des gens qui sont en train de se faire dire on ne sait pas où on s'en va au Québec, d'appliquer ailleurs avec plus de points pour aller s'établir à l'extérieur du Québec. Et ça, c'est une perte pour le Québec, parce que là, on parle de gens qui sont capables de fonctionner et de travailler en français et qui vont être accueillis ailleurs assez facilement parce que le fédéral donne plus de points aux gens qui fonctionnent en français et qui veulent aller à l'extérieur du Québec. OK. Alors, on verra. On verra. Mais comme a dit Paul, comme vous avez dit, Paul, c'est rare qu'il y ait autant de groupes du même côté. Là, puis des experts, puis à qui on parle. Puis, oui, un nouveau programme, mais l'adéquation n'est pas parfaite. Alors, à voir. Combien de temps encore tout ça va durer? Paul, je vous laisse la conclusion là-dessus. Ben, il faut que vous régliez ça, Paul. Oui, mais non, mais je pense que peut-être un dernier commentaire. Le gouvernement doit arriver avec un chiffre plus précis sur le nombre de personnes qui pourraient se prévaloir du droit acquis. Sinon, il évoque une menace non quantifiée, presque hypothétique, face à des drames humains, et politiquement, il va perdre à tout coup. Il doit être plus clair dans sa démonstration des risques, selon lui, du droit acquis. Oui, parce qu'ils ont parlé jusqu'à 500 000. Le ministre est revenu à 300, puis d'autres disaient... C'était bien à peu près. Oui, c'est ça. D'autres disaient 20 000. OK, très bien. Un mot, on va écouter Mme Fréchette sur le troisième lien. Je vais vous montrer un sondage ensuite, mais d'abord, vendredi, avec Sébastien Bovet, elle disait j'ai le droit de réfléchir au prix que ça coûte. On écoute. Ça prend un nouveau lien qui va régler des problèmes de circulation actuels. 11 000 millions de dollars, là, ça mérite quelques jours d'analyse, de réflexion. Je pense que c'est pas trop. On pourrait dire maximum d'ici 2 semaines. Le Somme, oui, 15 ans, nous disait ce matin, troisième lien, la confiance. 68 % des gens ne sont pas confiants. En fait, ils ont écouté comme nous les nouvelles depuis 2 ans. Et favorable au troisième lien, le prochain tableau, 55 % des gens dans la région, la grande région de Québec. Alors, Hélène, ce dossier-là, est-ce que
Chantal, je vais commencer avec vous, pardonnez-moi. Chantal, est-ce que ce n'est pas l'occasion pour Mme Fréchette vraiment de se démarquer puis de frapper un grand coup, de dire, savez-vous, on doit réfléchir à tout ça, puis je suis loin d'être sûr que c'est une bonne idée. Chantal. Selon moi, c'est presque déjà fait. Quand on regarde les chiffres des sondages, quand on écoute les commentaires sur le terrain, sur le tracé, parce que la raison qui a déclenché tout ce nouveau débat sur la chose, c'est qu'on mettait sur pause la prochaine étape parce qu'il n'y avait pas de consensus entre les candidats. Mais il n'y a pas de consensus non plus, et c'est là-dessus qu'elle est sur du terrain plus solide que son adversaire, entre la Rive-Nord et la Rive-Sud. Et le tracé sur lequel on devrait poursuivre en principe, c'est pas le premier, là, vous me direz, il n'y a pas beaucoup d'adeptes, même chez les gens qui veulent avoir un troisième lien. Alors, quelque part, oui, il y a moyen de compter là-dessus, mais selon moi, le troisième lien, c'est devenu un sujet qui va faire perdre d'un côté ou de l'autre les gens qui veulent défendre le tracé actuel. Il y a ceux qui le veulent, mais qui n'aiment pas le tracé, et il y a tous ceux qui ne le veulent pas en disant c'est pharaonique et qui vont dire « moi, je ne voterai pas pour ça ». Alors, ce n'est pas un sujet porteur dans le sens positif du mot. Mais Paul, c'est un sujet où elle peut se démarquer, en tout cas très clairement, de son adversaire, M. Drainville. Oui, sur la forme et sur le fond. Sur le fond, en prenant une autre position, puis sur la forme, en étant peut-être une des premières personnes à la CAQ à dire on va analyser ça sur la base des faits de façon rationnelle. Et quant à l'urgence, je rappelle qu'on l'a dit tantôt, elle n'est pas première ministre, donc même si elle prend 2 semaines, qu'est-ce que ça change? Mais sur l'impopularité du dossier, c'est parce que quand on parlait d'un troisième lien, le projet avait une certaine popularité. Mais là, on parle d'un projet précis, d'une énième version. Et quand on parle le projet du troisième lien en 2026, les couleurs sur le tableau étaient bien choisies, rouge et jaune, parce que ça déboucherait dans le trafic dans un des endroits les plus engorgés à Québec. Ça pourrait défigurer des quartiers. Et puis le tracé ne fait pas consensus à Lévis, le maire est contre. Donc, des deux côtés des rives, les maires sont opposés. Parce qu'à chaque fois qu'on tombe dans le concret avec ce projet, les désavantages sont plus clairs, tout comme les gens qui y sont opposés. Hélène, conclusion sur le troisième lien. Oui, en fait, j'abonde dans le même sens. En fait, pour moi, le troisième lien, ça me fait penser à la réforme du mode de scrutin. Il y a une espèce de consensus sur le fait qu'il faut se débarrasser du statu quo, mais on ne s'entend jamais sur la formule de rechange. Et c'est exactement ce qui se passe. Là, on nous propose un tracé, puis finalement, ça déplaît à beaucoup de monde. Et ce qui est intéressant dans ce sondage Le Soleil, c'est que c'est surtout à Lévis où il y a une diminution importante de l'appui au projet, parce que ce projet-là, qui est encore trop à l'ouest à leur goût, qui oblige encore une forme de petit fer à cheval pour aller à Québec, ça les dérange. Vous savez, il faut regarder qu'il y a le désir et il y a l'espoir. Dans ce sondage, outre Lévis, on voit que le désir du troisième lien demeure assez stable, mais c'est que les gens n'y croient pas. Ils ne croient pas que ça va se réaliser. C'est un peu comme parfois la souveraineté. On peut être pour la souveraineté, mais on ne croit pas nécessairement qu'on va le voir de son vivant. Il faut dire que oui, non, ça n'aide pas à y croire. Puis comme, oui, voilà. Et le tracé, le maire de Lévis puis le maire de Québec trouvent que ce n'est pas un bon tracé. Donc, ça part mal, le troisième lien. Bon, Chantal, Hélène, je vous dis Chantal, Hélène, parce que vous êtes vos oreilles à Ottawa. Ça. Là, on ne va pas jouer dans ce film-là pendant 8 panels, élection, pas élection, avant le juin. Non, Patrice. Pardon? Hélène? J'espère que non. Là, Doug Ford, la grosse une du Globe, Doug Ford qui dit en privé à Carney, tu devrais y aller, tu gagnerais. Bien, ça, c'est un peu une évidence. Enfin, une évidence, non, sur le résultat, mais est-ce que vraiment il y a un scénario sérieux qui ferait que M. Carney pourrait décider de plonger le pays en élection? Tour de table, Paul. Bien, il y a un scénario, c'est-à-dire il faut distinguer entre un sujet qui fait l'objet d'une conversation et un plan prêt à être mis à exécution. N'importe quel gouvernement minoritaire est constamment en train de réfléchir au moins un peu au déclenchement anticipé des élections, juste parce qu'il a la responsabilité de se tenir prêt.
soit parce qu'il veut lui-même se renverser ou parce qu'il veut être prêt si jamais il se fait renverser. Donc, on est toujours en train d'évaluer les avantages et les inconvénients de déclencher une campagne avant la fin de son mandat. Donc, il y a des avantages, mais en ce moment, il me semble qu'il y a plus d'inconvénients. J'ai l'impression que c'est la lecture que fait M. Carney, puis c'est une liste, les plus ou moins, une feuille, j'imagine, qu'on met à jour à chaque mois. Oui, Chantal. À chaque semaine. Dans les faits, quand on a 15 points d'avance dans les intentions de vote et qu'on est un gouvernement minoritaire, on ne peut pas ne pas penser que ce serait bien de traduire ces points-là en gouvernement majoritaire. Cela dit, c'est une épée de Damoclès que le gouvernement peut utiliser avec bonheur. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a un papier comme ça qui sort ou qui est question de ça, il y a au moins 2 partis d'opposition, les conservateurs et les néo-démocrates, qui veulent absolument pas d'une campagne électorale prématurée. Donc, le gouvernement fait 2 choses. 1, il fait avancer son agenda législatif en disant « Ouais, peut-être des élections. Doug Ford pense que ce serait une bonne idée. Ça a marché pour lui. » Et 2, si jamais il réussit à faire la preuve, parce qu'en braquant les feux de la rampe sur l'activité parlementaire, il peut alimenter aussi la trame narrative d'un blocage législatif. Le vrai test, je pense, ça va être le projet de loi omnibus pour la mise en œuvre du budget. Mais à la fin, M. Carney comprend une chose, il ne peut pas demander un nouveau mandat sans prouver qu'il en a besoin. Et de suffire de dire il faut renégocier l'ACOM et donc ça me prend un nouveau mandat, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'il a été élu pour ça il y a 1 an. Exactement. Il ne peut pas dire « je veux les 2 mains sur le volant comme Charest ou non ». Il les a déjà, on l'a mis là. Hélène, qu'en pensez-vous? Bien, moi, j'y crois pas du tout à ce scénario d'une élection. Oui, les sondages sont bons, mais quand on regarde la moyenne, c'est simplement 5 points d'avance. Il n'y a rien de garanti. On sait à quel point une élection peut avoir toutes sortes de rebondissements et une issue imprévisible. Des sondages positifs pour un gouvernement minoritaire, ça sert aussi dans l'autre sens. Ça sert à garder les oppositions tranquilles qui, elles, tremblent en disant « si jamais on va en élection, on risque de perdre et donc on va s'organiser pour que le gouvernement ne tombe pas tout de suite dans l'espoir, on se croise les doigts, que les choses aillent mieux pour nous plus tard. » Alors, l'NPD n'a pas de chef. En ce moment, il est à peu près à 6 ou 7 % dans les sondages, la moyenne. Les conservateurs, ça ne va pas très bien pour eux. Puis même au Bloc québécois, il y a une élection référendaire qui pointe à l'horizon cet automne au Québec. Les troupes souverainistes ont peut-être pas tellement envie de dépenser toute leur énergie dans une élection fédérale. Mais j'ajouterais à ça qu'il y en a un autre qui n'a pas envie de dépenser toutes ses énergies dans une élection fédérale, et c'est M. Carney, qui est beaucoup plus à l'aise sur la scène internationale. On le voit, il aligne les voyages pour créer de nouvelles ententes. Il s'en va bientôt en Allemagne, va aller en Australie, on parle de l'Inde aussi, etc. Il ne peut pas faire ça autant pendant qu'il est en campagne électorale. Alors moi, je ne vois pas pourquoi il perdrait ce temps-là. Tant qu'il n'est pas bloqué. Puis là, M. Poilievre, il envoie des vidéos, des lettres d'amour presque en disant « on va collaborer, ne vous inquiétez pas ». Donc, il faut que vous parliez de narratif tout à l'heure, Chantal, il faut que dans le narratif, M. Carney prouve qu'il y a un blocage si sérieux pour amener les Canadiens en élection, Chantal. Oui, et de toute évidence, les conservateurs ont vu le danger, mais comprenez bien aussi, parce que on parle souvent de Jean Charest qui a réussi ce pari-là, mais est-ce qu'on peut parler de tous ceux qui ont échoué ce pari-là? Et là, je peux retourner aux années 70 jusqu'à aujourd'hui. On pourrait nommer Pauline Marois. Mais la vérité, c'est que dans le moment, Mark Carney est le sauveur du Parti libéral. S'il va en élection et qu'il ne réussit pas à avoir une majorité, il va devenir la personne qui a échoué à ramener le Parti libéral en territoire majoritaire. Selon moi, il est beaucoup mieux de garder son aura de « je pourrais faire ça » et de faire avancer son agenda que de le tester, parce qu'Hélène a raison, on ne sait pas ce qui arriverait. Et il y a une chose qu'on sait, les sondeurs nous le disent, les Canadiens ne voient pas la nécessité de nouvelles élections. C'est bien résumé, Paul. Je veux dire, il faut qu'il y ait une cohérence à un moment donné. Je comprends qu'il y a la tactique, mais il faut qu'il y ait une cohérence. Oui, puis pour conclure, M. Carney fait un certain cadeau à M. Poilievre en ne déposant pas des projets de loi qui sont susceptibles de le faire grimper.
déchirer sa chemise, à part évidemment le rendez-vous désormais automnal du déficit du budget avec les déficits. OK. Mais pour le reste, là, les conservateurs peuvent... Très bien. Merci. Bonne semaine à vous, Hélène, Chantal, Paul. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.